Bienvenue à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment central pour les entreprises, le recrutement. Mhm. C'est vrai que, bon, on pourrait penser que c'est juste une formalité et trouver quelqu'un pour un poste vacant. Oui, on entend souvent ça. Mais en réalité, c'est bien plus complexe, non? C'est un peu comme chercher une pièce rare pour un puzzle. Il faut que ça corresponde parfaitement, pas seulement en termes de compétences, mais aussi avec l'équipe, la culture. Exactement. C'est un art en quelque sorte. Un exercice d'équilibre délicat. Tout à fait. Et pour décortiquer un peu cet art, on va s'appuyer sur une ressource intéressante. Ah oui, laquelle? Des éléments d'une formation proposée par le repère des CIP, les conseillers en insertion professionnelle. Décor, des pros de l'accompagnement vers l'emploi. Voilà, la formation s'appelle 200 questions autour du recrutement. L'idée, c'est d'explorer ensemble ces questions, voir un peu la logique derrière. Très bonne idée. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre la stratégie qu'il y a derrière un bon entretien. C'est ça. Comment ces différentes questions, souvent groupées par thème, permettent de se faire une image complète du candidat. Oui, sous toutes ses facettes. Voilà. Compétences techniques, bien sûr, mais aussi comportement, l'adéquation avec la culture, les ambitions, bref, comprendre comment on essaye de réduire l'incertitude avant de signer. Parfait. Bon, bah alors allons-y. Plongeons dans ces fameuses catégories de questions. Avec plaisir. L'approche semble assez structurée, d'après ce qu'on comprend. Il regroupe les questions. Oui, c'est souvent le cas pour avoir une évaluation cohérente. Alors, la première catégorie, ce sont les questions générales sur le candidat. Celles qu'on attend tous un peu, j'imagine. Oui, les classiques. Type, pouvez-vous vous présenter quelle est votre expérience la plus pertinente pour ce poste? Ou des choses plus directes comme pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Ou même qu'est-ce qui vous motive au travail? C'est ça. C'est le point de départ obligé, en quelque sorte. Pour briser la glace? Oui, pour établir le contact, mettre à l'aise, c'est important. Mais attention, même ces questions simples, elles sont déjà très riches. Ah oui, comment ça? Au-delà des faits, du parcours, c'est la manière de répondre qui est intéressante. Comment la personne se présente, comment elle structure son discours, ce qu'elle choisit de mettre en avant. D'accord. Ça donne déjà des indices sur sa clarté d'esprit, sa communication, sa perception d'elle-même. Et comprendre les raisons d'un départ, les motivations profondes, c'est la base pour aller plus loin. Donc même la façon de répondre à «parlez-moi de vous», ça compte déjà. Ce n'est pas juste une introduction. Absolument. Un candidat qui récite un truc appris par cœur, ça ne fait pas le même effet que quelqu'un qui adapte sa présentation, qui montre qu'il a réfléchi à son parcours par rapport au poste. Hmm. La capacité à être synthétique, pertinent, à engager la conversation dès le début, c'est déjà un indicateur. On cherche l'authenticité, la réflexion, pas juste une liste. Compris. C'est clair. Alors après cette entrée en matière, on passe aux choses sérieuses. Les compétences techniques. Les hard skills. Voilà, le cœur du métier souvent. Là, on demande du concret, j'imagine. Quelle technologie maîtrisez-vous? Décrivez un projet technique sur lequel vous avez travaillé. Comment vous y prendriez-vous pour résoudre tel problème technique? Oui, ou avez-vous des certifications particulières? C'est ça. L'objectif ici, il est double. Évidemment, vérifier que ce qui est sur le CV est bien réel. Logique. Mais ce qui est intéressant, et que ce genre de questions met en lumière, c'est qu'on ne veut pas juste savoir si la personne connaît la théorie. On veut voir comment elle l'applique. D'accord. La mise en pratique? Exactement. Demander de décrire un projet, ça permet de voir la profondeur de la compréhension, la méthode, la capacité à expliquer simplement des choses complexes. Et la question sur la résolution de problèmes? Là, on teste la logique, la créativité technique, la rigueur, comment la personne réfléchit face à un obstacle concret. Donc c'est pas seulement ce que tu sais, mais comment tu t'en sers et comment tu penses face à un défi. C'est tout à fait ça. Et il y a souvent une nuance aussi. On évalue les compétences actuelles, mais aussi le potentiel d'apprentissage. Ah oui, comment ça? Certaines questions vont vérifier l'expertise. Quel est votre niveau sur tel logiciel? D'autres vont sonder la curiosité et la capacité à se former sur de nouveaux outils. Comment vous tenez-vous à jour? Mhm. La façon dont un candidat parle de ses succès, mais aussi de ses difficultés techniques et de ce qu'il en a appris, c'est très instructif. D'accord. On évalue le socle et la capacité à construire dessus. Mhm. C'est logique. Voilà. Bon, troisième catégorie, souvent celle-ci, elle fait un peu plus transpirer les candidats, les questions comportementales. Ah, les fameuses. Celles qui explorent le savoir-être. C'est ça, l'exemple typique. Racontez-moi une fois où vous avez eu un conflit avec un collègue. Comment vous avez géré ça? Parlez-moi d'un échec et de ce que vous en avez retiré. Comment vous gérez le stress ou une surcharge de travail imprévue?
Ou donner un exemple où vous avez dû faire preuve de leadership ou convaincre votre équipe. Exactement. Pourquoi ces questions sont si importantes? Parce qu'elles partent d'un principe assez solide en psychologie. Le comportement passé est souvent le meilleur indicateur du comportement futur. D'accord. L'idée, c'est de dépasser les déclarations généraux du type «je suis un bon communicant» ou «je gère bien mon stress». On veut des exemples concrets, précis, de comment la personne a réellement agi. Pour vérifier en quelque sorte. Voilà. C'est là qu'on évalue vraiment les soft skills, hein. La communication, la gestion des émotions, la collaboration, le leadership, la résilience. Et on entend souvent parler de la méthode STAR pour répondre à ça. Situation, tâche, action, résultat. Tout à fait. C'est un cadre très utile. Utile pour le candidat, pour structurer. Oui, et pour le recruteur aussi. Ça permet d'avoir tous les éléments pour une évaluation plus objective. Décrire la situation, la tâche, expliquer l'action que le candidat a menée, c'est important. Pas juste ce que l'équipe a fait. Et puis, le résultat. Concret, si possible. Oui, quantifié si possible, ou au moins qualifié. Ça transforme une simple anecdote en une preuve de comportement. Et ça montre aussi la capacité du candidat à analyser ses expériences. C'est vrai que c'est beaucoup plus parlant qu'une affirmation. D'accord, on avance. Catégorie suivante, les questions sur la culture et les valeurs. Ça, on en entend de plus en plus parler. Oui, l'adéquation culturelle, le fit, c'est devenu crucial. Alors, on peut avoir des questions comme: qu'est-ce qui est important pour vous dans un environnement de travail? Quelles sont vos valeurs professionnelles clés? Comment aimez-vous collaborer? Ou même, comment réagiriez-vous si une décision de l'entreprise allait contre vos valeurs? L'objectif est clair, voir si ça colle entre le candidat et l'entreprise. Pas juste les compétences, mais la façon d'être, de travailler ensemble. Exactement. Est-ce que les moteurs du candidat, ses attentes en termes de management, de collaboration, d'équilibre vie pro-perso, ses valeurs profondes, est-ce que tout ça est compatible avec ce que l'entreprise propose et ce qu'elle est vraiment? Et c'est important pour le long terme. Ah oui, c'est un facteur clé pour l'engagement, la satisfaction, et puis simplement pour que les équipes fonctionnent bien, qu'il y ait une bonne ambiance. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, avec cette idée de fit culturel, de finir par recruter toujours les mêmes profils, de manquer de diversité? C'est une excellente question. C'est un vrai débat. Hmm. Une approche intelligente du fit culturel, ce n'est pas de chercher des clones. L'idée, c'est plutôt de chercher une compatibilité sur les valeurs fondamentales. Du travail ensemble, le respect, l'éthique, comment on se donne du feedback, etc. D'accord. Tout en valorisant la complémentarité des personnalités, des expériences. On veut s'assurer que la personne pourra s'épanouir et réussir dans le cadre proposé, et que l'entreprise saura l'intégrer. Donc il faut aussi que l'entreprise soit claire sur sa propre culture. Absolument. La transparence est essentielle pour que le candidat puisse aussi se dire « Ok, est-ce que moi, je me vois ici ?» C'est une évaluation mutuelle. Ok, donc un alignement sur le socle, mais pas forcément une copie conforme. Intéressant. 5e catégorie, questions sur les objectifs et l'avenir. Ah, le fameux. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Oui, il est tenace, celui-là. Toujours là. Mais il y a aussi: quels sont vos objectifs à court terme et à plus long terme? Comment vous comptez développer vos compétences? Pour vous, c'est quoi réussir professionnellement? Ces questions, elles servent à comprendre l'ambition, la vision de carrière du candidat, mais aussi son réalisme, sa connaissance de soi. Pour voir s'il a les pieds sur terre. Un peu, oui. Et pour comprendre ce qui le motive au-delà du poste actuel. Est-ce qu'il a envie d'apprendre, de progresser? Pour l'entreprise, c'est important de savoir si ses aspirations correspondent aux possibilités d'évolution qu'elle peut offrir. Pour éviter les déceptions plus tard. Exactement. Quelqu'un de très ambitieux, dans une structure où il y a peu de perspectives d'évolution, ça peut coincer. Et inversement, quelqu'un qui n'a pas envie d'évoluer peut ne pas convenir à un poste qui est censé grandir. Donc le but, c'est moins de juger l'ambition elle-même que de voir si elle est cohérente avec la réalité de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une bonne réponse à la question des 5 ans? Probablement pas une seule bonne réponse universelle, non. Ce qui compte, c'est la réflexion qu'il y a derrière. Mhm. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que ça montre une compréhension du secteur, du métier? Un candidat qui parle d'approfondir son expertise, d'acquérir de nouvelles compétences, de prendre des responsabilités de manière réfléchie, ça fait plus solide que des rêves un peu vagues ou démesurés. D'accord, on évalue la projection, mais une projection ancrée. C'est ça, la proactivité dans la gestion de sa carrière et l'alignement potentiel. Très clair.
Dernière catégorie identifiée, les questions sur le poste et sur l'entreprise elle-même. Ah oui, très important aussi. Là, c'est direct. Qu'est-ce qui vous attire spécifiquement dans ce poste? Quelles sont vos attentes salariales, sujet sensible parfois? Souvent abordé, oui. Comment vous pensez pouvoir contribuer à l'équipe rapidement? Que savez-vous, nous, de notre entreprise, de nos concurrents? Et le classique, pourquoi vous choisir vous plutôt qu'un autre? Ces questions elles sont cruciales pour mesurer la motivation spécifique. C'est-à-dire? Pas juste une motivation générale pour travailler. Non. Est-ce que le candidat est là un peu par hasard ou est-ce qu'il a un vrai intérêt documenté pour cette mission précise dans cette organisation? Le niveau de préparation, ça en dit long sur le sérieux, l'engagement. Le fait d'avoir fait ses devoirs, quoi. Exactement. Un candidat qui s'est renseigné sur l'entreprise, qui comprend ses enjeux, qui peut dire clairement pourquoi ses compétences sont pertinentes et comment il se voit apporter quelque chose, ça marque des points. Ça montre qu'il se projette déjà. Et tout à l'heure, vous parliez de l'importance des questions du candidat. Ça rentre aussi là-dedans, non? Indirectement, oui. C'est souvent à la fin de l'entretien, mais la qualité des questions posées par le candidat est très révélatrice. Ah oui? Un candidat qui pose des questions intelligentes sur les défis du poste, la stratégie de l'équipe, la culture au quotidien, ça montre un niveau d'engagement et de réflexion supérieur. Il n'est pas juste passif. Voilà, il est acteur de l'échange, de l'évaluation mutuelle. C'est un très bon signe d'intérêt et de capacité d'analyse. Ça transforme l'entretien en un vrai dialogue. Bien compris. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on voit bien que derrière cette structure, ces catégories de questions, il y a une vraie stratégie, hein. Ce n'est pas juste une conversation à bâton rompu. Tout à fait. L'objectif de cette approche structurée, c'est vraiment d'obtenir une vision globale, à 360 degrés du candidat. Holistique, comme on dit parfois. C'est ça. On cherche à évaluer la combinaison du savoir-faire, les compétences techniques, du savoir-être, le comportemental, le relationnel, du vouloir-être ensemble, l'adéquation culturelle, et puis du potentiel d'évolution, les ambitions, la capacité à apprendre. Et aucune dimension ne suffit seule. Non, c'est vraiment l'assemblage de tout ça qui permet aux recruteurs de réduire l'incertitude et de prendre la décision la plus éclairée possible. Et c'est un peu le message clé de la ressource qu'on explorait, du repère des CIP non. Une sélection de questions bien pensées, diversifiées, adaptées, c'est l'outil essentiel pour aller au-delà du CV. Plus pertinente, finalement, c'est bénéfique pour tout le monde sur le long terme, l'entreprise et le candidat. Un bon recrutement, c'est un investissement. C'est une excellente synthèse. C'est tout à fait ça. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion, un peu au-delà de ces catégories bien définies. Oui, oui. Ce cadre structuré, il est super important pour évaluer ce qui est identifiable, mesurable. Mais comment on fait pour déceler les qualités plus impalpables? C'est-à-dire? Je pense à la vraie curiosité intellectuelle, celle qui pousse à chercher au-delà du job, ou l'agilité mentale face à un imprévu complexe qu'on n'a pas forcément vécu avant. Ou même cette étincelle d'innovation, cette façon de voir les choses différemment, qui n'est pas toujours facile à mettre en mots dans un entretien classique. C'est vrai que c'est plus difficile à saisir. Voilà. Ces questions nous donnent une super grille d'analyse. Mais l'art du recruteur, est-ce que ce n'est pas aussi d'écouter entre les lignes? De créer un espace où ces qualités plus subtiles peuvent peut-être émerger, voire d'imaginer des moyens de les révéler. Des mises en situation peut-être plus créatives. Par exemple, c'est sans doute là que l'évaluation devient vraiment un art encore plus fin, une réflexion intéressante à poursuivre.